Il y a des choses qu'on vous dit toute votre vie. Les psychologues le disent, les livres le disent, vos amis le disent. Parle, dis la vérité, ça ira mieux après. Eh bien, j'ai 83 ans et je vais vous dire le contraire. Certains secrets doivent mourir avec vous. Point. Je sais que ça choque. Je sais que c'est à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Mais moi, j'ai vécu les deux côtés. J'ai gardé des secrets pendant des décennies et j'en ai aussi révélé. Vous savez ce qui m'a coûté le plus cher? Ce n'est pas le silence. C'est le jour où j'ai cru que ma famille était assez forte pour entendre la vérité. Il ne l'était pas. Personne ne l'est vraiment. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 types de secrets qu'il ne faut jamais, jamais dire à votre famille. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi, parce que moi, je l'ai fait. Et j'en paie encore le prix. Je m'appelle Geneviève, j'ai eu 4 enfants. 3 sont encore en vie. J'ai été mariée pendant 52 ans avec le même homme. Un homme bon, un homme compliqué, comme tous les hommes de sa génération. Et pendant ces 52 ans, j'ai accumulé des vérités que je n'ai jamais dites. Des choses que j'ai enfermées dans une partie de moi que personne ne connaissait. Pas mon mari, pas mes enfants, pas même ma sœur, qui était pourtant la personne la plus proche de moi sur cette terre. Certaines de ces vérités, je les ai gardées, et je crois que j'ai bien fait. D'autres, je les ai laissées sortir. Un soir, un seul soir, et ce soir-là a changé toute la fin de ma vie. Alors voilà, je vais vous donner ces 5 secrets, pas les miens en détail, non, mais les 5 catégories de secrets qu'une personne de mon âge finit toujours par porter. Et pour chacun, je vais vous dire ce qui se passe quand on parle, ce qui se passe vraiment, pas ce qu'on imagine, pas ce qu'on espère, ce qui arrive réellement quand vous ouvrez la bouche devant les gens que vous aimez le plus au monde. Le premier secret, c'est celui que presque tout le monde de ma génération porte, sans jamais le dire. C'est le secret sur votre mariage. Pas les disputes, pas les désaccords sur l'éducation des enfants ou sur l'argent, non. Je parle du vrai secret, celui qui touche à ce que vous avez vraiment ressenti pour votre conjoint. Est-ce que vous l'avez aimé autant que vous l'avez montré? Est-ce qu'il y a eu un moment, une année, une décennie peut-être, où vous êtes resté non pas par amour, mais par devoir, par peur, par habitude? Mon mari Raymond était un homme droit. Il travaillait, il rentrait, il ne buvait pas, ne criait pas, ne levait jamais la main. Aux yeux du monde, j'avais de la chance, et je le savais. Mais il y a eu une période, entre mes 40 et mes 50 ans, où je ne ressentais plus rien, rien du tout. Je préparais le dîner, je m'asseyais en face de lui, et c'était comme manger avec un meuble. Je souriais, je répondais, mais à l'intérieur, il y avait un vide que je n'arrivais pas à nommer. Et pendant cette période, j'ai rencontré quelqu'un. Non, il ne s'est rien passé, pas physiquement, mais dans ma tête, dans mon cœur, pendant presque 2 ans, j'ai vécu une autre vie, une vie parallèle, une vie où je me sentais vue, entendue, vivante. Et puis c'est passé, comme tout passe. La personne a déménagé, la vie a repris. Raymond n'a jamais rien su. Et pendant 30 ans, j'ai porté ça toute seule, comme un caillou dans la chaussure qu'on finit par ne plus sentir. Et puis un jour, des années après la mort de Raymond, ma fille Sylvie m'a posé une question. On parlait de son propre divorce.
Elle pleurait. Elle me disait qu'elle se sentait coupable de ne plus aimer son mari. Et moi, dans un élan de compassion, j'ai voulu la rassurer. J'ai voulu lui dire qu'elle n'était pas un monstre. Alors j'ai dit, presque sans réfléchir, « Tu sais, moi aussi il y a eu un moment où je ne ressentais plus rien pour ton père. » Silence. Vous savez, il y a des silences qui durent 3 secondes, mais qui changent tout. C'était un de ceux-là. Sylvie m'a regardée, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose basculer. Pas de la compréhension, pas du soulagement, de la trahison. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit « Alors tout ça, c'était du cinéma ?» Et je n'ai pas su quoi répondre, parce que ce n'était pas du cinéma, c'était la vie. C'était compliqué, c'était nuancé, c'était humain. Mais pour elle, en une phrase, j'avais détruit 52 ans de souvenirs. Les Noëls, les vacances en Bretagne, les dimanches après-midi, tout ça, pour elle, était devenu un mensonge. Et voici ce que personne ne vous dit. Quand vous révélez un secret sur votre mariage à vos enfants, vous ne leur donnez pas la vérité. Vous leur enlevez leur histoire. Parce que leur enfance, leurs souvenirs, tout est construit sur l'idée que leurs parents s'aimaient. Vous retirez cette fondation et tout tremble, même les murs qui tenaient encore. Depuis ce jour, Sylvie n'est plus la même avec moi. Elle vient encore, oui, elle appelle de temps en temps, mais il y a une distance, un mur de verre. Je la vois, je l'entends, mais je ne peux plus la toucher, pas vraiment. Et ça, c'est le prix d'une seule phrase. Le deuxième secret, c'est celui qui concerne l'argent. Et attention, je ne parle pas de combien vous avez ou combien vous n'avez pas. Je parle de ce que vous avez fait avec, les choix que vous avez faits, les gens que vous avez aidés ou pas aidés, les promesses que vous avez tenues ou pas tenues. Dans ma famille, l'argent a toujours été un sujet délicat. Raymond gagnait correctement sa vie. On n'était pas riche, mais on n'a jamais manqué de rien. Ce que mes enfants n'ont jamais su, c'est que pendant des années, j'envoyais de l'argent à mon frère cadet, Lucien. Lucien avait des problèmes, de jeu d'abord, puis d'alcool, puis de tout. Et chaque mois, je mettais de côté une partie de ce que Raymond me donnait pour le ménage et je l'envoyais à Lucien, sans rien dire à personne. Pendant presque 15 ans, 15 ans de petits virements, de mandats postaux, d'enveloppes glissées dans des poches. Quand mes enfants l'ont appris, des années plus tard, après la mort de Lucien, ils n'ont pas été émus. Ils ont été furieux. Mon fils aîné, Philippe, a fait le calcul. Il a dit « Maman, ça représente l'équivalent de nos vacances, de nos cours de musique, de tout ce qu'on n'a pas eu. » Et il avait raison. Sur les chiffres, il avait raison. Mais sur le fond, il ne comprenait pas. Lucien était mon petit frère. Je l'avais vu naître, je l'avais vu grandir, je l'avais vu tomber, encore et encore. Et quand quelqu'un que vous aimez tombe, vous ne calculez pas, vous tendez la main, même si cette main tient l'argent des vacances de vos enfants. Si vous avez déjà dû choisir entre 2 personnes que vous aimez, vous savez ce que je veux dire. Et si vous êtes encore là, si cette histoire vous parle, laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà porté ce genre de poids, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Mais le problème avec les secrets d'argent, c'est qu'ils ne sont jamais reçus comme des actes d'amour. Ils sont toujours reçus comme des trahisons, toujours. Parce que l'argent, dans une famille, ce n'est pas des chiffres,
c'est de la confiance. Et quand cette confiance est brisée, peu importe vos raisons, peu importe votre intention, ce qu'ils entendent c'est « tu as choisi quelqu'un d'autre avant nous ». Et ça, vous ne pouvez pas le réparer avec des explications. Le troisième secret, et celui-là est peut-être le plus difficile, c'est le secret sur un enfant. Sur ce que vous ressentez vraiment pour un de vos enfants. Je sais, c'est horrible à dire. Une mère n'est pas censée faire de différence. Une mère aime tous ses enfants de la même façon. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète. Mais honnêtement, c'est le plus grand mensonge de la maternité. Vous les aimez tous, bien sûr que vous les aimez tous, mais pas de la même façon, pas avec la même facilité, pas avec la même douleur. Il y a celui que vous comprenez sans qu'il parle, celui qui vous ressemble tellement que ça vous fait peur. Et puis il y a celui avec qui tout est un effort, celui que vous aimez profondément, mais difficilement. Chez moi, c'était ma deuxième fille, Catherine. Catherine était brillante, indépendante, forte, tout ce que j'aurais voulu être. Mais entre elle et moi, il y avait toujours une friction. Comme deux aimants qu'on met du mauvais côté. On se repoussait sans le vouloir. Je l'admirais, je l'aimais, mais je ne savais pas comment être sa mère. Et un jour, lors d'un repas de famille, une discussion banale a dérapé. Catherine m'a accusée de toujours préférer Sylvie, de toujours l'appeler en premier, de toujours garder mes sourires pour elle. Et au lieu de nier, au lieu de faire ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire la prendre dans mes bras et lui dire qu'elle avait tort, j'ai hésité. 1 seconde, peut-être 2, mais elle a vu cette hésitation. Et cette hésitation a confirmé tout ce qu'elle croyait depuis l'enfance. Je n'ai pas dit « oui, je préfère ta sœur ». Je n'ai rien dit de tel, mais mon silence a parlé à ma place. Et voici ce que j'ai appris. Un enfant ne vous demande pas d'être parfaite, il vous demande d'être certaine, certaine que vous l'aimez, certaine qu'il compte. Et la moindre hésitation, le moindre doute visible, c'est comme une lame. Ça coupe profondément et ça ne cicatrise pas. Catherine vit à Lyon maintenant. Elle m'envoie une carte à Noël. Une carte, pas un appel, pas une visite. Une carte avec son nom et celui de ses enfants que je vois sur les photos mais que je ne connais pas vraiment. Et chaque fois que j'ouvre cette carte, je me souviens de cette seconde d'hésitation. Cette seconde qui a coûté des années. Le 4e secret, c'est celui sur votre santé. Et là, je vais peut-être vous surprendre. Parce que le secret n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas de cacher que vous êtes malade. C'est de leur dire trop. De tout leur dire. De les noyer dans vos douleurs, vos examens, vos angoisses. Quand Raymond est tombé malade, on a tout dit aux enfants. Chaque résultat d'analyse, chaque rendez-vous, chaque nuit difficile. On pensait qu'on faisait bien, qu'on était transparent, que la famille devait tout partager. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Nos enfants sont devenus nos soignants. À 40 ans, à 35 ans, ils n'étaient plus nos enfants. Ils étaient nos infirmiers. Ils appelaient non pas pour prendre des nouvelles, mais pour vérifier des symptômes. Ils venaient non pas pour le dimanche, mais pour les rendez-vous médicaux. Et petit à petit, la relation a changé. On est passé de parents à patients, de famille à dossier médical. Je me souviens d'un dimanche, Philippe est venu avec sa femme. Les enfants jouaient dans le jardin. Et au lieu de profiter du moment, Philippe m'a prise à part pour me demander si j'avais bien pris mes médicaments. Il avait un carnet avec mes prescriptions.
Il avait 38 ans et il tenait un carnet avec les médicaments de sa mère. Ce jour-là, j'ai compris que je l'avais volé. J'avais volé à mon fils le droit d'être simplement mon fils. Et voici ce que personne ne vous dit sur la santé et la famille. Vos enfants vous aiment, ils veulent vous aider. Mais chaque détail que vous partagez sur votre déclin, chaque rapport médical, chaque nouvelle inquiétude, c'est un petit deuil que vous leur imposez avant l'heure. Vous croyez les inclure. En réalité, vous les faites mourir un peu avec vous. Et c'est injuste. C'est profondément injuste. Il faut savoir garder une partie de votre combat pour vous, non pas par fierté, par amour, pour que quand ils viennent le dimanche, ils viennent voir leur mère, pas une malade. Le 5e secret, et c'est celui qui me coûte le plus à dire, c'est le secret sur vos regrets. Pas les petits regrets, pas « j'aurais dû voyager plus » ou « j'aurais dû apprendre le piano ». Non, les vrais regrets, les regrets de vie, les choix que vous avez faits et qui ont défini tout le reste, le métier que vous n'avez pas suivi, la personne que vous n'avez pas choisie, l'enfant que vous n'avez peut-être pas voulu. Je ne vais pas entrer dans les détails du mien, parce que ce n'est pas le détail qui compte, c'est ce qui se passe quand vous le guidez. Un soir, il y a quelques années, j'ai confié à mes enfants que si j'avais pu refaire ma vie, j'aurais fait certaines choses différemment. J'ai dit ça avec douceur, avec nuance, en pesant mes mots. Mais ce qu'ils ont entendu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce qu'ils ont entendu, c'est « ma vie avec vous n'était pas celle que je voulais ». Vous comprenez ? Quand vous avez 83 ans et que vous dites « j'aurais fait les choses autrement », vos enfants ne se disent pas « ma mère réfléchit à sa vie ». Ils se disent « ma mère regrette la vie qu'elle a eue avec nous ». Et vous avez beau expliquer, clarifier, revenir en arrière, c'est trop tard. Le mal est fait, les mots sont sortis, et ils ne rentrent plus. Je me souviens du visage de Philippe ce soir-là. Il avait les yeux de son père. Cette même façon de regarder sans rien montrer, mais vous saviez que derrière, tout s'effondrait. Il a dit « D'accord, maman », et il est parti. « D'accord, maman ». 2 mots. Et dans ces 2 mots, il y avait 20 ans de colère silencieuse qui commençaient. J'ai compris quelque chose ce soir-là que j'aurais dû comprendre bien avant. Vos regrets vous appartiennent. Ils font partie de votre chemin, de votre histoire, de votre façon de donner du sens à tout ce que vous avez vécu. Mais le moment où vous les partagez avec vos enfants, ils cessent d'être vos regrets. Ils deviennent leurs blessures. Parce qu'un enfant, même à 50 ans, même à 60 ans, a besoin de croire que ses parents ont voulu la vie qu'ils ont eue. Que malgré les difficultés, malgré les renoncements, malgré tout, cette vie-là, avec eux dedans, en valait la peine. Et quand vous dites le contraire, même sans le vouloir, même avec les meilleures intentions du monde, vous retirez le sol sous leurs pieds. Aujourd'hui, je vis seule. Pas dans un établissement, non, dans ma maison. Celle où mes enfants ont grandi. Celle où Raymond est mort un mardi matin de novembre pendant que je faisais les courses. Le médecin m'a dit qu'il n'avait pas souffert. Je ne l'ai jamais cru. Mais ça, c'est un autre secret que je garderai. La maison est grande maintenant, trop grande. Il y a 4 chambres et je n'en utilise qu'une. Les autres sont restées comme avant, les mêmes rideaux, les mêmes lits, les mêmes photos sur les murs. Parfois, je monte dans la chambre de Catherine
et je m'assieds sur son lit. Je ne fais rien, je m'assieds, c'est tout. Et je pense à ce que j'aurais fait différemment, non pas dans ma vie, dans mes mots, parce que c'est ça la leçon, la vraie leçon de 83 ans de vie. Ce ne sont pas vos choix qui détruisent une famille, ce sont vos mots. Un choix, on peut le comprendre avec le temps, on peut le contextualiser, le pardonner, l'accepter. Mais un mot, une phrase dite au mauvais moment, à la mauvaise personne, de la mauvaise façon, ça reste gravé. Pour toujours. Vous savez ce qui me surprend le plus ? C'est que j'ai passé ma vie à croire que l'honnêteté était la plus grande vertu, que dire la vérité, c'était être courageuse, que les secrets étaient des poisons. Et maintenant, à 83 ans, assise seule dans une maison de 4 chambres vides, je me dis que les secrets n'étaient pas le poison. Le poison, c'était de croire que tout le monde avait besoin de les entendre. Il y a une différence entre être honnête et être cruel. Et parfois, cette différence est si fine qu'on ne la voit pas. On croit offrir la vérité. En réalité, on transfère sa douleur. On prend le poids qu'on porte depuis des années et on le pose sur les épaules de quelqu'un qui ne l'a pas demandé, quelqu'un qui ne peut pas le porter, quelqu'un qui, surtout, n'avait pas besoin de le porter. Alors si vous avez mon âge, ou si vous approchez de mon âge, ou même si vous avez la moitié de mon âge, écoutez-moi bien. Ne confondez pas le besoin de parler avec le droit de le faire. Vous avez le besoin, oui, c'est humain, ce poids est lourd, ces secrets pèsent. Mais demandez-vous, avant d'ouvrir la bouche, pour qui vous parlez vraiment, pour eux ou pour vous? Parce que si c'est pour vous, il y a d'autres façons. Un journal, une lettre que vous n'envoyez pas, une conversation avec quelqu'un qui n'est pas de votre sang, un prêtre, un inconnu, le vent si vous voulez, mais pas vos enfants, pas ceux qui ont besoin de vous voir forte, même si vous ne l'êtes plus, pas ceux qui ont besoin de croire que leur enfance était réelle, même si elle était imparfaite. Je ne dis pas de mentir, je dis de choisir. Choisir ce que vous partagez, choisir avec qui, choisir quand, choisir pourquoi. Parce que certaines vérités sont des cadeaux et d'autres sont des bombes. Et à 83 ans, je peux vous dire que la différence entre les deux, c'est le silence, le bon silence, celui qui protège, celui qui aime sans le dire, celui qui garde la maison debout même quand les fondations tremblent. Philippe m'a appelé la semaine dernière, pas longtemps, 5 minutes peut-être. Il m'a demandé si j'avais assez de bois pour la cheminée. J'ai dit oui. Il a dit qu'il passerait ce week-end. Il n'est pas passé. Mais il a appelé. Et dans cette vie que j'ai maintenant, un appel de 5 minutes pour parler de bois de cheminée, c'est énorme. C'est tout ce qui reste de ce qui était autrefois des dimanches entiers, des rires dans le jardin, des enfants qui couraient dans les escaliers. 5 minutes. Mais c'est 5 minutes de plus que ce que Catherine me donne. Alors je prends. Je prends et je dis merci et je raccroche. Et la maison redevient silencieuse. Mais ce silence-là, ce n'est plus le même que celui d'avant. Avant, le silence était plein de tout ce que je voulais dire. Maintenant, il est plein de tout ce que j'aurais dû taire. Si cette histoire vous touche, si vous reconnaissez quelque chose de votre propre vie dans ce que je viens de dire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous si vous avez envie d'écouter des choses vraies, même quand elles font mal. Et laissez un commentaire pour me dire quel secret vous portez encore. Pas en détail, juste un mot. Juste pour que je sache que je ne suis pas seule dans cette grande maison avec mes 5 erreurs
et mes 4 chambres vides. Parce que c'est ça aussi vieillir. C'est apprendre que le courage, parfois, ce n'est pas de parler, c'est de se taire et de vivre avec.